Bonjour à tous, je suis Manuel et je suis ravie de vous accueillir dans cette vidéo très spéciale. Vous le voyez, on est dans les rues de Paris. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer une grande dame de l'édition. On a un rendez-vous avec Anne-Marie Métellier qui nous reçoit dans le 6e arrondissement, au siège de la maison d'édition qu'elle a fondée il y a 40 ans, qui porte son nom et qu'elle dirige avec le même enthousiasme, la même conviction, le même engagement, la même vivacité qu'à ses débuts, 40 ans d'expérience en plus. Elle va nous parler de son parcours, de sa carrière, de l'histoire de sa maison d'édition, de son rapport aux livres et aux auteurs. Elle va partager avec nous des anecdotes, peut-être même quelques secrets et certainement la passion débordante pour son métier. Allez, venez, il ne faut pas qu'on soit en retard. Alors, nous voilà, Anne-Marie Métellier, merci beaucoup pour votre disponibilité, merci de nous ouvrir les portes de vos bureaux, de nous accueillir là où vous travaillez, là où ça se passe. L'occasion de cet entretien est la célébration des 40 ans d'activité de votre maison d'édition, donc tout d'abord félicitations. Merci. Alors, pour commencer, je voudrais vous interroger sur le tout début de votre histoire d'éditrice. Est-ce que c'était votre rêve d'enfant ou alors comment avez-vous eu l'idée de vous lancer dans l'édition ? Rêve d'enfant, non, parce que je ne savais même pas ce qu'était un éditeur lorsque j'étais une jeune femme jusqu'à l'âge de 30 ans. Je ne savais pas ce qu'était un éditeur. Et les seules prémices qu'il y ait pu avoir à ce métier, c'est que j'ai été élevée en partie intellectuellement par une grand-tante qui était très intelligente et cruelle. Et alors que je râlais parce qu'elle aidait pour la musique une petite fille qui était ma rivale, je lui dis mais pourquoi moi tu m'aides pas pour le piano? Elle me dit parce que laisse tomber, t'as aucun talent pour ça. Par contre, toi tu sais lire. Je pense que c'est les seules prémices à mon métier que j'ai vues dans ma jeunesse. Qu'est-ce que ça voulait dire tu sais lire? Tu sais lire, ça veut dire que les livres me restaient dans la tête, j'étais capable d'analyser, de dire pourquoi j'aimais, pourquoi je n'aimais pas, de discuter, et j'adorais ça. Voilà, c'était... D'accord. Donc pas du tout un rêve d'enfant. Et alors comment ça s'est fait qu'à un moment donné... Ça s'est fait lorsque j'ai travaillé comme ingénieur de recherche à la Maison des sciences de l'homme pour le laboratoire de Pierre Bourdieu, et qu'il m'a envoyé faire une enquête sur les fonctions de l'éditeur dans le champ intellectuel. Et comme je ne connaissais personne, moi je débarquais de ma province, je ne savais même pas, enfin, c'était un milieu pour moi extrêmement exotique. J'ai eu comme informateur indigène Jérôme Lindon, qui était le directeur des éditions de Minuit, l'éditeur de Beckett, de Marguerite Duras, vraiment de Robbe-Grillet, et qui adorait son métier. Et qui en parlait de façon formidable. Il en parlait avec... c'était un homme assez froid, mais dès qu'il parlait de livres, il avait les yeux qui brillaient, il était... on sentait qu'il se reconnaissait dans ce qu'il faisait. Quand il parlait de ses auteurs, c'était merveilleux. Et donc j'ai fait les interviews d'une soixantaine d'éditeurs. On était dans la fin des années 70, là. Et à la fin, j'ai rendu mes statistiques, mes relevés toute ma recherche à Bourdieu en lui disant « Bon, alors moi je démissionne et je vais monter une maison d'édition parce que je crois que c'est ça qui est quelque chose pour moi, vraiment. » Et je suis partie avec l'idée qu'on me cachait quelque chose, qu'il y avait dans ce métier autre chose que ce que révélaient les statistiques, la mesure du pouvoir symbolique, du pouvoir économique, la situation. Tout ça me paraissait... Et je voulais pouvoir me reconnaître dans ce que je faisais, comme j'avais vu Jérôme Lindon le faire. Donc je suis partie, sans aucun doute, sans connaître rien. Et comment vous avez appris du coup le métier? Sur le tas. Sur le tas, avec... vous savez, les gens qui aiment leur métier sont très généreux. Donc j'ai rencontré des éditeurs, des gens qui travaillaient dans l'édition, qui n'ont pas hésité à m'aider, m'apprendre à fabriquer un livre. Le chef de fabrication des éditions Payot a été mon mentor.
il m'a amené, et moi je voulais travailler, je me suis dit que quand on ne savait rien, il fallait travailler avec des gens qui savaient tout, qui étaient très calés dans leur métier. Donc je suis allée chez l'imprimeur le plus moderne qui existait à l'époque, à Saint-Amand-Montrond. Et là, les gens qui étaient sur les machines ont vu que je savais rien, mais que j'avais envie d'apprendre. Donc ils m'ont appris. Et ça a été formidable. Pour la presse, c'était Odile Pidou-Payot qui m'a donné ces fichiers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est généreux. Parce que demander à une attachée de presse ces fichiers maintenant. Évidemment. Est-ce que vous pensez que votre histoire aurait pu être la même 40 ans après, 50 ans après, où les choses ont tellement changé autour dans le secteur que une histoire comme ça serait impossible aujourd'hui? Moi, j'ai aidé un peu, et je sais que Laurent Beccaria a fait la même chose, Oliver Gallmeister, quand il a monté sa maison. Je lui ai indiqué les fabricants, j'ai répondu à toutes ces questions, je l'ai aidé. Je pense que je me sentais... il fallait que je rende ce qu'on m'avait donné. D'accord. Alors, une des choses qui caractérise votre positionnement est que vous publiez surtout de la littérature étrangère et vous ne publiez des auteurs français que de manière minoritaire, donc par rapport à un catalogue qui est fait essentiellement de textes étrangers avec une attention toute particulière à certains pays. Donc je voulais savoir si c'était un choix dès le début ou alors les choses se sont faites comme ça. J'ai pas commencé en me disant je ne vais faire que de la littérature étrangère, mais j'ai reçu beaucoup de manuscrits français et c'est tellement mauvais, mais tellement mauvais, que je me suis dit non, il doit y avoir d'autres façons de faire les choses. Et en particulier, j'ai pensé à ceux que j'avais lus au cours de mes études et qui n'étaient pas disponibles en français et surtout, ou qui étaient extrêmement mal traduits. Donc j'ai commencé avec Machado de Assis, le grand auteur brésilien, le Proust des tropiques. Et voilà, j'ai voulu faire retraduire Dom Casmurro, qui était un grand livre sur la jalousie, qui m'avait beaucoup aidé dans mes jeunes années. D'accord, donc effectivement, je sais qu'il y a toute une génération d'auteurs brésiliens et latino-américains qui ont attiré votre attention au début, peut-être à l'époque aussi de votre militantisme. Il y a un lien peut-être entre votre engagement à cette époque-là et la découverte d'un certain type de littérature. Les choses se font en marchant. Mais c'est vrai que le fait que j'ai beaucoup milité dans les années des dictatures du cône sud de l'Amérique latine, que j'ai fait une revue révolutionnaire absolument magnifique, un design extraordinaire, et que j'ai traduit de la langue de bois absolument extraordinaire, marxiste, léniniste, forcené, m'a initié à la typographie, m'a initié à comment faire quelque chose de beau, parce que je travaillais avec des militants qui avaient été journalistes, qui savaient comment on faisait, donc ça m'avait fait une formation. Et puis, j'ai surtout rencontré au cours de ces années-là des gens avec lesquels on travaillait pour construire l'avenir, mais surtout on a construit des amitiés qui étaient très fortes, des amitiés qui étaient beaucoup plus chaleureuses et généreuses que celles que j'avais connues jusque-là. Et donc, comme j'avais une formation en espagnol et portugais, lorsque je suis arrivée dans l'édition, je me suis immédiatement intéressée à ces langues, mais sur l'Amérique latine, qui était mon fort, disons, ce que je connaissais le mieux, on disait qu'après les grands du boom, la littérature latino-américaine n'existait plus. Et moi, je faisais une analyse, j'ai fait de la sociologie entre-temps, et des sciences politiques aussi, et je me suis dit que les jeunes poètes de 18 ans, qui avaient été pris dans le tourbillon des dictatures, qui se trouvaient en prison, qui partaient en exil, qui en exil faisaient des enfants, étaient obligés de travailler en Suède pour pouvoir les élever, quand la quarantaine allait les rattraper, la littérature allait les rattraper. Et vous les avez attendus. je me suis dit, ils vont apparaître.
le monde est en train de changer, le développement des mégalopoles latino-américaines allait faire qu'il n'y allait plus avoir de jeunes filles qui volaient, comme chez Garcia Marquez, qu'on allait découvrir une littérature beaucoup plus noire, beaucoup plus urbaine, et voilà. Et je pense que lorsque j'ai publié Luis Sepúlveda en 92, je me suis sentie rassurée. Je ne m'étais pas trompée dans mes analyses. C'est toujours une question importante et délicate, mais ça l'est d'autant plus pour vous qui avez un catalogue, comme on l'a dit, composé essentiellement de textes traduits. Comment vous travaillez avec les traducteurs? Comment vous les choisissez? Qu'est-ce que vous attendez de leur travail? Je crois que ma grand-tante avait raison quand elle disait que je savais lire, parce que j'ai de l'oreille pour la musique des textes, que je repère la voix des auteurs. Et donc je cherche, pour traduire ces auteurs, des traducteurs qui soient capables de saisir cette voix et qui la respectent, qui ne se considèrent pas comme des auteurs aussi, mais qui soient au service du texte. C'est difficile. C'est très difficile. Et il faut être très humble. Alors, j'imagine que dans la mesure du possible, vous essayez de travailler avec les mêmes traducteurs pour les mêmes auteurs, qu'il y ait une... Oui, j'essaie de faire des mariages. Et c'est vrai que c'est très 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 important que les traducteurs connaissent la musique de l'auteur. C'est absolument fondamental que le lecteur entende la même chose. Pas qu'il ait affaire à un texte repassé et qui est de la belle langue française qui ne correspond pas du tout au ton qu'il a adopté. Bien sûr. Donc 40 ans d'activité, j'aimerais bien découper cette belle histoire par décennies et avoir un souvenir ou alors un mot-clé ou alors un bref résumé de ce que chaque décennie a représenté pour vous dans la construction de votre parcours, de votre histoire. Je n'ai pas ce genre de mémoire chronologique. Mais je peux vous dire que ça a été 40 ans où je me suis beaucoup amusée et que les 10 premières années ont été des années d'apprentissage, vraiment, avec même des périodes assez difficiles où j'ai été nègre de certaines vedettes des variétés. J'ai à mon actif un best-seller à 1 800 000 exemplaires. D'accord. Et là, c'était... Alors, le problème, c'est que les problèmes dans la maison d'édition ont été concomitants aux problèmes dans l'agence d'architecture de mon mari. C'est-à-dire qu'on plongeait ensemble et on ressortait ensemble. Ça, c'était la natation synchronisée, mais on aurait préféré que ce soit autrement. Et ensuite, il y a eu le tournant, qui a été le tournant de la rencontre du premier grand best-seller. C'est la rencontre avec Luis Sepúlveda en 92 et qui a été concomitante avec le changement de diffusion, parce que la diffusion dans une maison d'édition, c'est très très important. Si vous n'avez pas une équipe commerciale qui est derrière vous, qui bosse pour vous, qui vous croit un peu, vous pouvez pas vendre des livres. Et donc là, à ce moment-là, les éditions du Seuil avaient une équipe commerciale géniale et ils ont vraiment, même s'ils n'y ont pas cru au début, ils ont réussi à faire de Sepúlveda un best-seller qui a vendu à 96 000 exemplaires en 6 mois. Ah oui, d'accord. Donc avec ce livre-là, j'ai pu payer toutes mes dettes, ce qui était formidable. Ensuite, dans les années 2000, j'ai eu une rencontre très importante pour moi avec Bernard Giraudot. Bernard Giraudot, que beaucoup de gens ont oublié, mais dans la génération, dans les femmes qui ont la soixantaine, elles se souviendront. C'était un comédien absolument merveilleux, un sportif et un aventurier, qui m'avait proposé des textes, et moi, en comédien, je n'étais pas fanatique pour publier des souvenirs de théâtre, mais il ne s'agissait pas du tout de ça. Et il avait des récits de voyage extraordinaires, un style extraordinaire, et pendant 10 ans, nous avons travaillé, il a fait 4 livres, et ça a été, pour moi, une grande période de ma vie d'éditrice, parce qu'on a travaillé ensemble. Et je me suis rendu compte que être éditeur, c'est être, non pas un critique littéraire, mais être le premier lecteur de l'intérieur. L'écriture, c'est un exercice solitaire, et l'éditeur doit être là pour
vous savez, comme quand vous apprenez à jouer au tennis, Mhm. vous envoyez des balles n'importe où. Mais vous avez un mur qui vous renvoie, vous améliorez vos gestes face au mur. Mhm. Et moi, je suis ce mur. Et ça, j'en ai pris conscience avec Bernard, qui avait beaucoup de talent, mais qui avait beaucoup de complexes, parce qu'il pensait, parce qu'il n'avait pas fait d'études, et qu'il oubliait qu'il avait appris la langue française dans les plus beaux textes du théâtre. Donc, et c'est ce qui m'a permis ensuite d'aller plus loin avec mes auteurs latino-américains. Et je joue ce rôle d'éditeur sur les manuscrits de mes auteurs de langue portugaise et de langue espagnole. Vous êtes un éditeur assez présent, donc vous... Oui, je suis une emmerdeuse. Je suis une emmerdeuse. Alors, être une femme éditrice, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est différent que d'être un homme éditeur? Je sais pas, j'ai jamais été dans la peau d'un homme. Mais ce que je peux dire, c'est que quand j'ai démarré, on n'était que deux, Régine Desforges et moi, avec les maisons d'édition qui portaient notre nom. Par contre, 75% du personnel de l'édition est féminin. Bon, c'est les hommes qui sont au poste clé, ce sont les chefs. Mais comme moi j'avais milité pendant des années dans les luttes de femmes des années 70, pour moi j'avais réglé mes problèmes, c'était... j'étais, mâle ou femelle, je m'en foutais. Je faisais ce que et je mettais tout de mon côté pour arriver à ce que je voulais. Voilà. Donc ça, c'était comment vous vous sentiez. Oui. Maintenant, comment les autres se comportaient. Les regards condescendants, les réflexions sur... évidemment, c'est une femme. Mais un jour, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser ce site. C'était au cours de négociations bancaires. J'ai vu que le garçon qui avait en face de moi, je me suis énervée. Et j'ai vu qu'il avait peur. Et je me suis dit, il a peur d'une femme hystérique. Alors j'ai monté le ton de la femme hystérique, et je l'ai vu paniquer, et il n'avait qu'une envie, c'est que ça s'arrête. Donc, j'ai obtenu ce que je voulais. Ah bah, très bien. J'ai appris à jouer. Si nous avec écoute, le... il Voilà. se reconnaîtra peut-être. Pensez-vous, jamais. Donc, vous établissez des relations fortes, vous l'avez dit d'ailleurs avec vos auteurs, des relations de fidélité, de continuité. Oui. Je vous ai entendu dire que vous publiez des auteurs et non des livres. Oui. Alors voilà, pouvez-vous nous expliquer C'est-à-dire que quand je ne publie pas un livre et puis je laisse tomber si ça ne marche pas. Je publie un livre parce que je crois au projet littéraire qui est dans ce livre, et je me renseigne pour savoir si l'auteur va faire un bouquin et disparaître, ou bien s'il y en a d'autres. Parce que je pense que la littérature, c'est une question aussi de temps, et le temps de la culture, c'est pas le temps de la marchandise. Donc il faut donner du temps à la culture, et le temps de la culture pour un auteur, c'est la construction d'une œuvre. Et c'est ça qui m'intéresse. Et je regarde le nombre d'auteurs que j'ai, sur les latino-américains par exemple, je dois avoir 300 bouquins et 40 auteurs. Ça veut dire que j'ai publié, j'adore publier les œuvres complètes. Alors, à propos d'édition, comment se porte l'édition aujourd'hui? Je veux dire, c'est vraiment un secteur en crise depuis longtemps, comme on le dit. Est-ce que les livres se vendent? Est-ce que les gens lisent? Ils lisent plus, ils lisent moins, ils lisent autrement? Bon, d'abord, les éditeurs pleurent toujours. C'est la plus mauvaise année qu'on ait vécue. Mais ça fait 40 ans. Donc, c'est pas si vrai. C'est vrai qu'on a un problème réel actuellement, et qui est un problème de disparition d'une génération. C'est-à-dire que les plus grands lecteurs, c'est ceux qui lisaient plus de 25 livres par an, ils sont en train de mourir. C'est la génération, c'est normal, à un certain âge, on meurt. Mais ils n'ont pas été remplacés. Parce que jusqu'à présent, les générations se poussaient les unes derrière les autres, et on savait que, par exemple, après 40 ans, les femmes se mettent à lire beaucoup plus, parce qu'elles ont élevé les enfants, elles ont plus de temps. Mais il n'y a pas eu de renouvellement. Il y a une génération, il y a eu un trou générationnel, qui sont les gens, les hommes de la cinquantaine. Ça, c'est dramatique. Je ne sais pas ce qui s'est passé là, quand ils étaient petits, mais ils n'ont pas appris à lire. Et il y a une transformation du lectorat.
Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que les femmes sont de plus en plus nombreuses à lire. Alors, peut-être que, disons qu'elles n'ont pas le même niveau d'exigence qu'avaient les générations avant. Mais elles lisent. Bon, c'est déjà une bonne nouvelle. On est dans une période où les choses changent. Par exemple, maintenant, la littérature étrangère n'est plus à la mode. Tous les gens se rabattent sur la littérature française. Il faut dire que la littérature française s'est remise à écrire des histoires. Alors qu'on était dans des périodes où l'important c'était la langue, et on avait des livres qui partaient de rien pour aller nulle part, et des choses comme ça. Mais là, les jeunes écrivains savent que même en France, on doit raconter des histoires. Est-ce que ça vous fait revoir peut-être votre ligne éditoriale, le fait qu'il y ait donc de la littérature de qualité qui ressort en ce moment, oui, en français, mais non, moi ça ne remet rien en question. Pour l'avenir, je veux dire, hein, non, pas une... Je fais l'édition du marché. Moi, je fais selon ce que je trouve et ce qui m'arrive. Or, on reçoit 1200 manuscrits par an, de manuscrits français. Et bon, j'ai publié un certain nombre de gens qui étaient arrivés par la poste, mais pas tant que ça, quoi. Pas de là à nourrir un catalogue. Ça me fait penser au fait que voilà, vous avez évidemment beaucoup de manuscrits à lire, beaucoup de travail évidemment pour gérer une maison d'édition. Vous avez une équipe, j'imagine, qui vous accompagne et qui doit être très importante. Oui. Moi, je ne pourrais pas faire ce travail si j'étais pas entourée par une équipe formidable de gens qui croient autant que moi à ce qu'on fait. On est 10 et tout le monde bosse et tout le monde se sent concerné. Et c'est ça qui est formidable. On n'a pas des gens qui sont dans leur coin, qui font leur boulot, point. Non, tout le monde est... Moi, j'ai des militants du livre dans ma maison. C'est beau. Alors, pour conclure, je voudrais vous proposer un petit jeu. Je vais vous poser 5 questions, oui ou non. C'est-à-dire, vous avez juste le droit de répondre par un simple oui ou par un simple non. Pas d'explication, pas de possibilité d'argumenter, pas de possibilité de nuancer, rien. Juste oui ou non. Vous êtes prête? Oui, on joue. Ok, allez, on y va alors. Première question. Est-ce qu'il y a au moins un livre que vous regrettez d'avoir publié? Oui ou non? Non. Deuxième question. Est-ce que votre catalogue serait exactement le même si vous étiez un homme? Oui ou non? Oui. Est-ce que votre carrière s'est faite au détriment de votre vie privée? Oui ou non? Non. Si c'était à refaire, vous recommenceriez? Oui. Oui. Ou non? Cinquième question et dernière question. Avez-vous aimé, vraiment aimé, passer ce moment avec moi pour répondre à cette interview? Oui ou non? Oui. Je voudrais vous poser une question. Dites-moi. Parce que je suis très intriguée. Je voudrais savoir, qui est ce jeune homme? Qu'est-ce que tu fais là? Cet entretien touche à sa fin, donc merci vraiment pour nous avoir accueillis, merci pour votre disponibilité, pour avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'est une très belle histoire d'éditrice et de femme, celle qu'on a racontée aujourd'hui, et pour moi c'est toujours magnifique d'écouter quelqu'un parler de son métier avec autant de passion. Donc merci Anne-Marie Métellier et plein de beaux livres et de succès littéraires pour la suite. Merci à vous. C'était génial, hein, très intéressant. Si cette vidéo vous a plu, et j'imagine qu'elle vous a plu, mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Puis écrivez-moi un commentaire. C'est très important parce que ça aide la chaîne à avoir de plus en plus de visibilité. Je vous laisse aussi dans la description le lien pour retrouver facilement toutes les vidéos publiées jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous dans 2 semaines avec la prochaine publication. On se retrouve le 5 décembre. À très bientôt. Ah mais t'es là toi, t'aurais pu m'attendre pour entrer. Allez, on y va.